Elle pensait acheter un manoir abandonné pour $1 afin de traverser une période difficile. Mais lorsqu'elle a ouvert une pièce secrète et découvert la vérité sur sa famille, une histoire a commencé, une histoire pour laquelle elle n'était pas préparée. Abonnez-vous et écrivez en commentaire d'où vous regardez. Le vent d'automne, vif et perçant comme une lame de verre, fouettait le visage d'Emma Carter alors qu'elle resserrait son manteau usé autour de sa taille maigre. Les derniers feux de la saison ne suffisaient plus à réchauffer la ville, et chaque rafale semblait lui rappeler que la nuit serait longue, froide et impitoyable. À côté d'elle, blottie sur un coin de banc public, sa fille de 6 ans, Mia, tenait contre elle un ours en peluche élimé dont une oreille menaçait de se détacher. La petite levait régulièrement les yeux vers les lumières lointaines des immeubles, observant ses fenêtres éclairées comme des morceaux de chaleur interdites. Elle ne parlait pas, mais la question silencieuse dans son regard était toujours la même. Pourquoi nous ne rentrons pas à la maison? Emma lui caressait doucement les cheveux pour masquer sa propre angoisse. Il était devenu habituel de s'installer dans un parc désert à la tombée de la nuit, de chercher un coin où le vent passait moins, de veiller à ce que Mia garde le moral. Elle lui racontait parfois des histoires, prétendant qu'elle faisait un pique-nique nocturne ou une aventure secrète. Mais les yeux d'enfant percevaient souvent bien plus que les mots qu'on essayait d'inventer pour les protéger. Quelques mois plus tôt, la vie d'Emma avait été différente, ou du moins tenait-elle encore debout. Elle travaillait sans relâche depuis l'adolescence, enchaînant les petits boulots avant de terminer des cours du soir avec l'espoir de construire un avenir stable pour elle et pour l'enfant qu'elle rêvait un jour d'avoir. Quand Mia était née, Emma avait cru que le monde devenait plus vaste, plus doux, que l'effort finirait par payer. Puis la spirale avait commencé. D'abord la perte de son emploi, ensuite la maladie de Mia, qui avait englouti leurs économies et réveillé chez Emma une peur animale. Elle se souvenait encore de ces nuits où elle s'inquiétait, non pour elle-même, mais pour la fièvre de sa fille et le manque de médicaments. Quand l'argent s'était évaporé, le propriétaire n'avait montré aucune compassion. Quelques avis d'expulsion, des menaces légales, et leurs affaires s'étaient retrouvées dans un box de stockage, tandis qu'elles-mêmes descendèrent dans la rue, devenues invisibles parmi des milliers de pas pressés. Elles avaient essayé un centre d'hébergement, mais l'endroit s'était avéré si instable, si sombre, qu'Emma avait préféré risquer le froid plutôt que l'insécurité qui y régnait. Ce soir-là, en fouillant machinalement dans sa poche, elle sentit la texture molle d'un billet usé, son dernier $, un morceau de papier qui ne valait presque rien, et pourtant, dans sa situation, pesait comme un symbole de tout ce qu'elle avait perdu. Elle l'avait conservé sans savoir pourquoi. Peut-être pour ne pas admettre qu'elle était arrivée au bout du chemin, peut-être par entêtement, peut-être pour Mia. Ce $, elle l'avait retourné dans sa main tant de fois qu'il semblait presque vivant, porteur du rêve absurde d'un renouveau. Pourtant, il ne suffisait ni pour un repas chaud, ni pour payer un bus, ni pour entrer dans la moindre chambre d'hôtel. C'était un dernier souffle dérisoire, un rappel ironique du gouffre dans lequel elle se trouvait. Alors qu'elle regardait Mia frissonner sous son écharpe trop fine, une bourrasque de vent fit virevolter des feuilles mortes et souleva un journal froissé qui traînait près d'une poubelle débordante. La feuille vola quelques secondes avant de venir heurter le pied d'Emma. Elle allait l'ignorer, trop habituée au balai du vent et des détritus, mais une ligne en caractère gras attira son regard presque malgré elle. Elle ramassa le papier, le lissa tant bien que mal et lut « Manoir historique à vendre pour $1 ». Elle resta immobile quelques secondes, tentant d'interpréter ce qu'elle voyait. Un manoir pour $1. Cela paraissait si ridicule qu'elle crut à une plaisanterie ou à une arnaque. La photo était granuleuse, mais on distinguait un immense domaine, délaissé mais majestueux. L'annonce mentionnait le nom de la propriété, Silverwood Hall, ainsi que celui du gestionnaire, un certain Harold Bishop, avec une adresse et un numéro de téléphone. Tout en lisant, Emma sentit naître en elle un sentiment étrange, mélange de curiosité et de méfiance. Elle savait qu'un prix aussi bas cachait forcément des complications considérables. Elle imagina des dettes colossales, des risques juridiques, des travaux impossibles à financer. Pourtant, malgré la lucidité de ses doutes, une pensée persistante lui traversa l'esprit. Derrière ces murs abîmés, il y avait des pièces, un toit, une porte qui se fermait. Il y avait un intérieur au chaud, loin des nuits glaciales.
une maison. Elle plia soigneusement la feuille, la glissa dans sa poche et attendit le lendemain pour se rendre à la bibliothèque où elle pourrait faire des recherches gratuitement. Le lendemain, elle s'installa devant un vieux ordinateur public dont l'écran tremblait légèrement. Avec une concentration fébrile, elle chercha des informations sur Silverwood Hall. Des articles anciens mentionnaient la famille Hart, une lignée influente du début du XXe siècle. La dernière héritière connue, Eleanor Hart, avait mystérieusement disparu à la fin des années 1920, laissant derrière elle un patrimoine dont la gestion devint un casse-tête juridique. Le domaine avait été abandonné peu à peu, figé dans une histoire inachevée. En parallèle, Emma chercha des renseignements sur Harold Bishop. Les résultats le décrivaient comme un administrateur sérieux, discret, sans scandale connu. Cela n'excluait pas une mauvaise surprise, mais rien ne semblait indiquer une fraude. Durant les jours qui suivirent, Emma hésita, se répétant que tout cela était trop beau pour être vrai, que personne ne pouvait offrir un manoir pour $1 sans y cacher un piège. Mais chaque soir la ramenait au même constat. Mia tremblait de froid. Leur avenir était un mur sans ouverture et leur survie même devenait incertaine. Alors un matin, rassemblant tout son courage, elle composa le numéro indiqué dans l'annonce à partir d'un vieux téléphoné public. Une voix vieillie mais claire répondit. Harold Bishop expliqua avec patience que la vente était réelle, qu'elle s'inscrivait dans un dispositif juridique particulier lié au statut du bâtiment. Le manoir était protégé, impossible à détruire, soumis à des restrictions lourdes. L'acquéreur devait assumer des frais et des travaux considérables. Le dollar symbolique signifiait simplement que personne ne voulait assumer ses obligations et que la justice avait finalement autorisé cette solution extrême pour mettre fin à des décennies d'incertitude. Harold proposa une rencontre au manoir le lendemain matin. Il précisa les conditions, recommanda d'apporter une pièce d'identité et bien sûr le fameux dollar. Emma raccrocha en tremblant. Elle avait peur. Elle ne savait pas si elle faisait une folie ou si elle avait enfin trouvé une vraie chance. Mais à ce stade, la peur n'était plus une raison suffisante pour reculer. Elle réveilla Mia à l'aube. Elles marchèrent longtemps, traversant des quartiers de plus en plus calmes, puis des zones abandonnées où seules quelques maisons tenaient encore debout. La chaussée craquait sous leurs pas. L'air était humide et sentait le bois pourri. Finalement, une allée bordée d'arbres dénudés s'ouvrit devant elles. Au bout derrière un portail de fer rouillé, se dressait Silverwood Hall. Le manoir paraissait presque vivant, immense, un peu menaçant, comme s'il attendait depuis des années que quelqu'un ose franchir son seuil. La peinture s'écaillait, certaines vitres étaient brisées. Le lierre grimpait sur les murs comme des doigts, cherchant à retenir la pierre. Une voiture sombre arriva et en sortit un homme au costume impeccable, malgré son âge avancé. Harold Bishop les salua poliment, ouvrit le portail avec une clé imposante et les guida à travers une allée envahie par les herbes. À l'intérieur, une odeur de poussière et d'humidité dominait. La grande entrée, décorée autrefois avec soin, était plongée dans la pénombre. Le parquet craquait sous chaque pas. Une pièce avait été aménagée en bureau improvisé, une table pliante, une pile de documents, un stylo soigneusement posé. Harold expliqua les termes du contrat, les obligations de restauration, d'entretien, les taxes, l'impossibilité d'exiger des compensations auprès des autorités, les responsabilités en cas de détérioration. Emma écoutait sans oser interrompre, consciente de la gravité de ce qu'elle s'apprêtait à faire. Puis vint le moment symbolique. Harold tendit la main. Emma sortit son dernier dollar. Elle sentit un pincement douloureux en le posant sur la paume du vieil homme, comme si elle abandonnait son dernier vestige de sécurité. Harold plaça la coupure dans un petit sac et inscrivit quelque chose dans un registre ancien. Elle signa page après page. Son prénom et son nom se mêlaient à l'encre de tant de documents qu'elle en perdit le compte. Quand tout fut terminé, Harold referma les dossiers et déclara calmement. Elle était désormais la propriétaire légale de Silverwood Hall. Puis il repartit aussi simplement qu'il était venu. Le silence retomba aussitôt. Emma se retrouva seule avec Mia dans ce manoir immense, à la fois délabré et porteur d'une grandeur passée. La petite s'accrocha à sa main et demanda en chuchotant si c'était vraiment leur maison. Emma, malgré la peur et l'incertitude, répondit oui. Elles choisirent une pièce relativement sèche au rez-de-chaussée, y posèrent leur couverture et allumèrent une petite lampe de poche. La nuit s'étira lentement. Les bruits du bois, les courants d'air,
Les craquements des poutres la firent sursauter plus d'une fois. Pourtant, pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit protégée. Elles n'étaient plus assises sur un banc. Elles avaient un toit. Elles avaient une chance, même fragile, de recommencer quelque chose. Et tandis qu'elle fermait les yeux, épuisée, Emma ne pouvait imaginer qu'au cœur de cette demeure abandonnée, derrière une paroi dissimulée, un secret attendait encore de changer sa vie. Le matin se leva sur Silverwood Hall dans une lumière hésitante, filtrée par les nuages gris qui annonçaient un jour lourd et humide. Emma ouvrit les yeux avec la sensation d'avoir dormi à peine quelques instants, son corps engourdi par la froideur du sol et les courbatures d'une nuit passée à se réveiller au moindre bruit. Mia dormait encore, roulée dans leur seule couverture, la tête posée sur l'ours en peluche. Pendant un long moment, Emma resta immobile, observant sa fille respirer calmement. Dans ce silence étrange, le manoir semblait suspendu entre ruines et promesses, comme un géant assoupi qui pourrait se révéler protecteur ou hostile, selon la façon dont on l'abordait. Elle se redressa lentement, frictionna ses mains pour les réchauffer et se força à penser de manière pratique. Elles avaient un toit, certes, mais rien n'était prêt pour y vivre dignement. Pas d'eau courante, pas de chauffage, pas d'électricité fonctionnelle. Avant toute autre chose, il fallait rendre la maison simplement habitable. Elle sortit dans le couloir, laissant la lampe de poche éclairer les ombres mouvantes des murs décolorés. Chaque pas réveillait un craquement sourd des lattes anciennes. Pourtant, malgré l'inconfort, elle ressentait une énergie nouvelle, nourrie par le simple fait qu'elle n'était plus dans la rue. Quand Mia se réveilla, embrumée mais curieuse, Emma lui proposa de partir explorer la maison. La petite acquiesça aussitôt. Elles traversèrent ensemble les pièces du rez-de-chaussée, avançant avec précaution parmi les toiles d'araignée et les meubles couverts de draps jaunis. La cuisine, immense, ressemblait à un décor de roman figé dans le temps. Une immense cuisinière de fonte trônait au centre, entourée d'étagères poussiéreuses. Dans la salle à manger adjacente, une longue table était recouverte d'une housse rigide, comme si un banquet était sur le point d'avoir lieu, mais que les convives n'étaient jamais arrivés. Mia observait tout avec un mélange d'effroi et de fascination, imaginant des princesses, des fantômes et des histoires dont elle était l'héroïne. Pourtant, l'urgence rappelait à Emma que tout jeu avait ses limites. Elle n'avait presque pas d'eau, et c'était un problème vital. Lorsque le soleil fut suffisamment haut, elle décida d'examiner l'extérieur. Dans le jardin arrière, envahi par les herbes hautes et les branches mortes, elle aperçut une vieille pompe manuelle près d'un puits recouvert de mousse. L'objet semblait appartenir à un autre siècle. Elle posa la main sur le levier et tenta de l'actionner. Au début, le métal résista, grippé par les années. Elle insista, ignorant la douleur qui montait dans son bras. Après de longues minutes, une goutte brunâtre apparut, suivie d'un filet d'eau rouillée. Elle continua encore, le cœur battant, et bientôt l'eau devint plus claire, puis limpide. La joie lui coupa le souffle. C'était un petit miracle, un premier signe que la maison pouvait se laisser apprivoiser. Mia, ravie, plongea ses mains dans l'eau fraîche en riant. Pour Emma, ce rire effaça un instant les mois de misère et de peur. Elles burent prudemment, remplirent une bouteille vide et restèrent un moment à profiter de cette victoire simple mais essentielle. Les jours suivants, elles continuèrent à explorer les pièces du manoir. Certaines étaient là presque intactes, d'autres ne contenaient que des débris et des traces d'infiltration. Emma notait mentalement ce qu'il faudrait réparer en priorité, consciente que chacune de ces listes dépassait largement ses compétences. Pourtant, à chaque découverte, elle sentait grandir en elle une curiosité nouvelle, une connexion étrange avec ce lieu qui semblait vouloir lui révéler son histoire. C'est au fond d'une petite pièce reculée, située derrière la grande cage d'escalier, qu'elle remarqua quelque chose d'inhabituel. L'endroit, étroit et sombre, ne semblait avoir aucune importance. Pourtant, en balayant le mur de la main, elle constata que la texture du papier peint changeait légèrement sur une zone rectangulaire. Le motif floral, délavé ailleurs, paraissait ici légèrement décalé, comme si on avait essayé de le raccorder sans succès. Elle passa son doigt le long d'une fine fente, presque invisible. Quelque chose résonna en elle, un instinct façonné par les difficultés, cette capacité à remarquer ce que d'autres auraient ignoré. Elle observa davantage et remarqua un petit relief intégré dans la moulure de plâtre. Elle appuya délicatement. Un déclic se fit entendre, suivi d'un glissement discret. Un pan entier du mur se déplaça lentement vers le côté,
dévoilant un passage étroit que l'ombre engloutissait. Emma sentit son souffle se bloquer. Elle jeta un regard à Mia, qui la regardait avec des yeux agrandis par la surprise. Elle hésita à entrer avec elle, mais la curiosité l'emporta. Elle dit à Mia d'attendre juste à l'entrée, lui promettant de revenir aussitôt, et s'avança prudemment dans le couloir étroit fait de pierres rugueuses. L'air y était lourd, chargé d'odeurs de poussière et de vieux papier. Le sol légèrement en pente conduisait vers une petite pièce dépourvue de fenêtres. Le silence y était absolu. Une table de bois massif occupait le centre, couverte d'une épaisse couche de poussière que les années avaient déposée comme un voile. Dans un coin, un fauteuil aux accoudoirs craquelés semblait attendre quelqu'un qui ne reviendrait plus. Contre le mur, une bibliothèque abritait des livres dont les reliures sombres se distinguaient encore. Mais ce qui attira immédiatement l'attention d'Emma fut l'imposant coffre-fort encastré dans la paroi. Le métal sombre semblait intact, comme si le temps n'avait pas eu prise sur lui. Elle s'approcha de la table et souffla sur ce qui se trouvait dessus. Une poussière grisâtre s'éleva en volute avant de retomber lentement. Sous cette couche, elle découvrit un carnet en cuir patiné, une liasse de documents attachés par un ruban jauni et plusieurs photographies anciennes. Les mains légèrement tremblantes, elle ouvrit le carnet. Sur la première page, une écriture élégante indiquait « Eleanor Hart, 1927 ». Emma sentit une émotion étrange se nouer dans sa poitrine. Elle ne savait rien de cette femme, et pourtant elle ressentait un pressentiment, comme si cette découverte n'était que la première pièce d'un puzzle plus vaste. Les pages racontaient la vie d'Eleanor avec une précision poignante. Elle y décrivait des soirées somptueuses où elle étouffait derrière les sourires, les attentes imposées par sa famille, les obligations sociales qui la privèrent de liberté. On devinait la souffrance silencieuse d'une jeune femme enfermée dans un monde doré, mais oppressant. Puis venaient les fragments plus sombres, la crainte d'un effondrement économique imminent, les manœuvres secrètes de son père pour convertir sa fortune en bien plus sûr, l'existence d'un trésor dispersé en or, en obligations et en titres soigneusement cachés sur le domaine. Eleanor écrivait qu'elle seule connaissait tous les détails, que son père avait choisi de lui confier cette responsabilité pour la protéger. Au fil des pages, un nom revenait, Victor Crane, un associé ambitieux, calculateur, prêt à tout pour prendre le contrôle des actifs de la famille Hart. Après la mort soudaine du père d'Eleanor, leur relation s'était transformée en rapport de force. Elle écrivait son inquiétude, ses soupçons, les signes de menace, parfois voilés, parfois ouverts. Chaque nouvelle entrée semblait plus hâtive, plus nerveuse, comme si le danger se rapprochait. La dernière page s'interrompait sur une phrase énigmatique évoquant une carte, une clé et un endroit précis où le premier rayon du soleil touche la rose du matin. Emma continua à examiner la table et trouva un document qui la fit chanceler. Il s'agissait d'un arbre généalogique, méticuleusement dessiné à la main. Les noms des ancêtres Hart y apparaissaient clairement, suivis de celui d'Eleanor, puis de sa fille, Lorraine. La lignée se poursuivait, changeant parfois de nom au fil des mariages, jusqu'à un nom qu'Emma connaissait trop bien, celui de sa propre mère. Son cœur accéléra. Ses yeux parcoururent la dernière ligne, où figurait son propre prénom. Cela semblait impossible, absurde même. Elle resta immobile, une sensation de vertige la submergeant. Le manoir qu'elle avait acquis par désespoir n'était pas seulement un refuge. Il faisait partie de son histoire familiale. Le carnet évoquait également un coffre-fort et une clé. En feuilletant les dernières pages, Emma trouva un croquis représentant le domaine avec une indication sur un jardin de roses situé du côté est. L'endroit exact où devait se trouver la clé était marqué par une phrase allusive. Le lendemain, avant même que Mia ne se réveille, Emma s'aventura dans cette partie du jardin. Les rosiers, autrefois sans doute magnifiques, n'étaient plus que des squelettes d'épines. Le sol détrempé par la rosée lui collait aux chaussures. Elle observa attentivement les rayons de soleil, tâtonner entre les branches, glisser lentement sur la terre. Quand l'un d'eux toucha un vieux rosier aux racines épaisses, elle sut. Elle s'accroupit, creusa doucement avec ses mains, puis plus fermement lorsqu'elle heurta quelque chose de métallique. Une petite boîte rouillée apparut. À l'intérieur, un minuscule coffre contenait une clé en métal travaillé, si finement ouvragée qu'elle paraissait presque précieuse. Elle retourna dans la pièce secrète et inséra la clé dans le coffre-fort. Il fallut plusieurs tentatives pour trouver la combinaison, en suivant des indices disséminés dans le carnet.
Finalement, un déclic sourd résonna. La porte s'ouvrit lentement, révélant un trésor insoupçonné. Des lingots d'or, des pièces anciennes, des titres financiers soigneusement rangés dans des pochettes, des documents légaux et un petit écrin contenant des bijoux délicatement ciselés. Emma resta longtemps immobile devant ce spectacle, partagée entre la stupeur et l'incrédulité. Tout cela appartenait à sa famille, à elle, une richesse construite pour résister aux tempêtes économiques. Mais un autre sentiment venait troubler sa joie, la peur, car le carnet racontait aussi jusqu'où Victor Crane avait été prêt à aller pour s'emparer de cette fortune. Et s'il avait des descendants, il pourrait bien tenter la même chose. Emma referma le coffre, consciente qu'à partir de cet instant, sa vie venait encore une fois de basculer, mais différemment. La nuit où elle avait payé $1 et signé les documents lui paraissait déjà lointaine. Désormais, la maison ne serait plus seulement un abri, mais un héritage, une histoire à déterrer, un combat à mener si certains cherchaient à la dépouiller de ce qui lui revenait légitimement. Elle posa la main sur la couverture du carnet, ressentant une sorte de lien invisible avec Eleanor Hart, comme si leur destin s'était de croiser à travers le temps. Et tandis qu'elle rejoignait Mia, qui jouait sous la lumière grise du matin, elle comprit que les révélations ne faisaient que commencer et que la paix fragile qu'elles avaient retrouvée risquait bientôt d'être menacée. Les jours qui suivirent la découverte du coffre-fort et des documents d'Eleanor Hart furent à la fois exaltants et inquiétants pour Emma. Elle vivait avec la sensation d'avoir mis au jour une vérité enfouie depuis presque un siècle, une vérité qui lui appartenait, mais qui lui imposait également une responsabilité colossale. Elle n'osa toucher qu'à une partie infime du trésor, échangeant quelques pièces d'or uniquement pour acheter ce qui était absolument indispensable. L'argent restait une source d'angoisse, trop soudain, trop massif, trop chargé d'histoire. Elle avait l'impression que si elle le manipulait sans précaution, il disparaîtrait comme un mirage. Pourtant, elle n'avait d'autre choix que d'utiliser une modeste portion de ses ressources. Le manoir, aussi majestueux fût-il, n'était pas vivable en l'état. Grâce à ses premiers fonds, elle put faire venir un petit générateur qui leur offrit une source de chaleur temporaire et l'éclairage nécessaire pour traverser les longues soirées d'hiver. Elle put également acheter quelques outils et matériaux de base. Mais surtout, elle put engager l'aide précieuse d'un vieux charpentier du quartier, Arthur, que l'on disait passionné par l'histoire de Silverwood Hall. Lorsqu'il arriva pour la première fois, il examina le manoir avec une émotion difficile à dissimuler, comme s'il retrouvait un vieil ami perdu. Ses mains expertes redonnèrent vie à plusieurs éléments de la maison. Il colmata les fuites les plus urgentes du toit, répara une partie du système de plomberie, stabilisa quelques marches branlantes de l'escalier. L'énergie qu'il consacrait à chaque tâche semblait presque personnelle, comme s'il s'efforçait de réparer quelque chose de plus profond que les planches et les poutres. Peu à peu, certaines pièces devinrent plus accueillantes. L'eau coulait avec plus de régularité, la lumière réchauffait les soirées, et Mia disposait d'une chambre simple, mais propre, où elle accrochait les dessins qu'elle réalisait en s'inspirant des couloirs mystérieux du manoir. Emma ressentait un calme fragile qu'elle n'avait pas connu depuis des mois. Pourtant, quelque chose dans le silence du domaine, dans le poids de ces murs chargés d'histoire, lui rappelait qu'elle marchait désormais sur un sol instable. Cette impression se confirma le jour où un livreur se présenta, portant un large dossier scellé. Il tendit le paquet en prononçant le nom d'Emma avec une politesse mécanique. En voyant le logo imprimé sur l'enveloppe, un blason élégant accompagné du nom Crane & Partner. Son cœur se serra. Une intuition glacée parcourut sa colonne vertébrale avant même qu'elle n'ouvre le document. À l'intérieur se trouvait un avis juridique officiel, lui enjoignant de quitter Silverwood Hall sous 30 jours. La lettre argumentait que des revendications légitimes liées aux affaires non résolues de Victor Crane donnaient aux descendants de ce dernier le droit d'exiger la restitution du domaine. Le ton du texte, bien que poli, était menaçant, presque arrogant. Il la décrivait comme une intruse dans un patrimoine qui ne lui appartenait pas, comme une usurpatrice ayant profité d'une anomalie juridique. Emma sentit ses mains trembler. Admettre que tout cela pouvait lui être arraché d'un simple claquement de doigts raviva une peur qu'elle pensait maîtriser depuis qu'elle avait déposé ses valises dans ce manoir. Elle montra la lettre à Arthur, qui fronça les sourcils et lui conseilla d'en parler au plus vite à Harold Bishop.
Le vieil homme se rendit disponible dès qu'elle l'appela. Elle lui apporta le document, cherchant dans son regard une lueur rassurante. Harold lit la lettre attentivement, puis poussa un soupir las, presque résigné, comme s'il avait anticipé le retour de cette menace. Il expliqua à Emma que la famille Crane tentait depuis des décennies de contester la propriété de Silverwood Hall. Selon eux, Victor Crane avait été lésé dans ses affaires avec les Hart, et cette conviction s'était transmise de génération en génération. Cependant, aucun tribunal n'avait jamais jugé leurs arguments suffisamment fondés pour leur accorder un droit sur le domaine. La vente symbolique du manoir, conclue récemment, résultait d'ailleurs de l'épuisement des autorités face à ces revendications incessantes. Harold souligna pourtant que cette lettre n'était pas à prendre à la légère. Emma devait s'entourer d'une aide juridique solide. Il lui parla alors d'une avocate réputée pour son expertise dans les litiges complexes liés aux héritages, Claire Monroe. Le lendemain, Emma se rendit au bureau de Claire, un cabinet élégant dont la sobriété contrastait avec l'atmosphère pesante qui habitait ses pensées. Elle se sentit mal à l'aise en franchissant la porte, consciente de ses vêtements modestes et de son histoire improbable. Claire Monroe, une femme aux gestes précis et au regard vif, l'accueillit avec un professionnalisme chaleureux. Elle écouta Emma raconter tout, depuis la nuit dans le parc jusqu'à la découverte du coffre-fort. Elle examina les documents, les registres, l'arbre généalogique, les pages du journal d'Eleanor. Peu à peu, son expression passa de la curiosité à la concentration la plus intense. Quand Emma eut terminé, Claire s'appuya contre son dossier et prit un instant de réflexion. Elle expliqua que l'affaire n'était pas simplement une contestation de propriété. C'était un entrelac juridique d'une rare complexité, impliquant plusieurs générations, des biens cachés, un testament non formel et des tentatives répétées d'appropriation de la part de la famille Crane. Cependant, la clé principale résidait dans le lien généalogique. Si l'on pouvait prouver qu'Emma descendait directement d'Eleanor Hart, alors ce lien surpasserait toutes les revendications adverses. Claire se déclara prête à défendre Emma, à condition que son honoraire soit indexé sur les résultats. Un pourcentage sur l'héritage final. En cas d'échec, Emma ne lui devrait rien. C'était un accord juste, honnête, presque inespéré. Mais les Crane ne tardèrent pas à réagir. Dès que Claire envoya une notification contestant leur mise en demeure, des incidents étranges commencèrent à se produire autour du manoir. Des voitures inconnues stationnaient à distance, parfois avec le moteur tournant, parfois complètement silencieuses. Des vitres furent retrouvées fissurées, comme si quelqu'un avait lancé un projectile, mais sans laisser de traces. Une nuit, le générateur nouvellement installé s'arrêta brusquement, saboté. Emma vivait dans un état de tension permanente, redoutant une escalade. Mia commença à poser des questions, inquiète de voir sa mère vérifier 2 fois chaque serrure. Claire recommanda de documenter chaque événement et de déposer des plaintes, même si les autorités restèrent évasives. Elle savait que ce genre de stratégie de pression était typique de certains héritiers persuadés d'être dans leurs droits. Ce qui comptait désormais, c'était d'amasser des preuves solides, d'exhumer tout ce qui, dans le passé, pourrait légitimer les droits d'Eleanor Hart. Emma suivit alors le conseil que Claire lui donna. Se rendre dans les archives de la ville. Là, parmi les piles de dossiers jaunis et les registres poussiéreux, elle chercha tout ce qui pouvait concerner la famille Hart et Victor Crane. Les heures passèrent sans rien révéler d'utile. Puis au 3e jour, un archiviste lui apporta une boîte en piteux état. À l'intérieur, elle trouva une plainte officielle déposée par Eleanor elle-même contre Victor Crane. Elle y évoquait des pressions, des tentatives de manipulation et même des menaces. La plainte avait été écartée à l'époque, faute de preuves, mais son existence confirmait que les craintes d'Eleanor étaient défondées. Dans une vieille étude notariale, Emma mit ensuite la main sur un document encore plus précieux, une déclaration d'Eleanor, rédigée quelques semaines avant sa disparition. Elle y expliquait en détail la nature des biens cachés et exprimait clairement sa volonté de les transmettre à ses descendants, tout en avertissant des intentions de Victor Crane. Cette découverte constituait une pièce maîtresse pour leur défense. Pour solidifier davantage leur dossier, Claire demanda à Emma de se rendre dans une ancienne église où, selon les archives, la famille Hart avait été baptisée et mariée sur plusieurs générations. Dans les livres paroissiaux, Emma trouva les traces du baptême de la fille d'Eleanor, du mariage de cette dernière, puis des actes attestant de la naissance de sa propre mère.
Enfin, elle vit son propre nom, inscrit dans une écriture maladroite mais formelle. C'était l'ultime confirmation. Elle ne pouvait être accusée d'usurpation. Elle était l'héritière légitime. Cette accumulation de preuves n'empêcha pas la prochaine tentative d'intimidation d'arriver. Un après-midi, alors qu'elle rangeait des boîtes dans la salle principale, Emma entendit frapper au portail. Un homme élégant se tenait devant l'entrée, vêtu d'un costume d'une coupe impeccable, son expression mesurée et polie. Il se présenta comme Jonathan Crane, descendant direct de Victor Crane. Son ton était calme, presque affable, mais derrière ces mots soigneusement choisis, Emma percevait une froideur tranchante. Il affirma comprendre la situation délicate et proposa un arrangement financier substantiel si elle acceptait de céder le domaine et tout ce qui y était lié. Il souligna que cela éviterait un long conflit, des désagréments, des rumeurs. Emma comprit immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'une offre, mais d'un avertissement dissimulé. Elle répondit avec une détermination qu'elle ne se connaissait pas. Elle ne vendrait rien, elle ne renoncerait pas. Le manoir était son héritage, la seule chose stable qu'elle avait obtenue après tant de souffrances. Jonathan Crane sourit d'un air glacial en comprenant que la discussion était close. Puis il partit sans un mot de plus. Arriva finalement le jour du procès. Emma entra dans la salle d'audience le cœur battant, mais avec la force que lui avait donnée Claire. D'un côté, une équipe entière d'avocats représentant la famille Crane. De l'autre, Claire et elle, ses dossiers soigneusement réunis. Les Crane tentèrent de la dépeindre comme une manipulatrice ayant exploité une faille administrative. Ils affirmèrent que le journal d'Eleanor avait pu être fabriqué, que les archives pouvaient être interprétées autrement. Ils évoquèrent des accords financiers passés, transformant des rumeurs en vérités supposées, mais Claire réfuta chaque point avec précision. Elle montra les preuves de la vente validée par le tribunal, retraça l'historique des contestations infondées des Crane, présenta l'arbre généalogique, les documents notariaux, les archives de l'Église, tout en démontrant la cohérence parfaite entre le journal et les pièces officielles retrouvées. Elle fit apparaître les intentions réelles de Victor Crane et les raisons légitimes pour lesquelles Eleanor avait agi en secret. La juge examina tout soigneusement, posa des questions pointues, confronta les arguments. Lorsque le verdict fut prononcé, Emma sentit ses jambes faiblir. Le tribunal rejetait la demande des Crane, déclarait leurs revendications non fondées et reconnaissait Emma comme unique héritière légitime des biens d'Eleanor Hart, y compris Silverwood Hall. Les tentatives futures de contestation pourraient entraîner des sanctions. Pour la première fois depuis des années, Emma sentit son âme s'alléger. Rien ne serait plus jamais comme avant, mais au moins, elle n'aurait plus à craindre chaque coup frappé à la porte. Elle avait gagné plus qu'une bataille juridique. Elle avait gagné le droit d'exister, de reconstruire, de rêver. Et dans un murmure intérieur qu'elle ne confia à personne, elle remercia Eleanor, celle qui, presque un siècle plus tôt, avait anticipé qu'un jour quelqu'un aurait besoin que la vérité soit préservée. Lorsque la porte du tribunal se referma derrière elle et que l'écho du verdict cessa de résonner dans son esprit, Emma eut l'impression de respirer pour la première fois depuis des mois. Le poids invisible qui comprimait sa poitrine s'était envolé, remplacé par un mélange d'épuisement et de soulagement si profond qu'il lui donnait presque le vertige. La route jusqu'au manoir lui parut plus lumineuse qu'à l'accoutumée, comme si chaque maison, chaque arbre, chaque pierre du trottoir partageait sa victoire silencieuse. Mia courait devant elle, insouciante, animée par une joie pure d'enfant, tandis qu'Emma la suivait d'un pas plus lent, savourant enfin la possibilité d'un avenir stable. Silverwood Hall n'était plus une incertitude qui menaçait de s'effondrer d'un instant à l'autre. Il était devenu leur maison pour de bon. Dès le lendemain, Emma décida qu'il était temps d'entreprendre les travaux de restauration dont elle parlait depuis des semaines, sans oser y croire totalement. Le manoir avait survécu à près d'un siècle d'abandon partial, et chaque pierre semblait attendre qu'on la réveille. Elle contacta des architectes spécialisés dans les bâtiments historiques, des artisans dont la réputation dépassait la région, des ouvriers qui connaissaient les méthodes anciennes de construction. La première fois qu'ils parcoururent le domaine, tous furent frappés par la beauté mélancolique de Silverwood Hall. Ils examinaient les façades craquelées, soulevaient les tuiles du toit, mesuraient les fenêtres anciennes, prenant des notes et devisant à voix basse, comme s'ils craignaient de perturber l'âme du lieu. Les travaux commencèrent par l'extérieur. Le toit,
trop longtemps laissée aux caprices du vent et de la pluie, fut démontée partiellement pour remplacer les tuiles fissurées et renforcer les poutres usées. L'échafaudage enveloppa le manoir d'un manteau de métal, transformant la silhouette familière en une ruche où les ouvriers circulaient d'un étage à l'autre. Le nettoyage de la façade révéla des motifs sculptés que personne n'avait distingués depuis des décennies. Des guirlandes de pierre, des reliefs minéraux, des traces d'une époque où chaque détail avait une volonté esthétique. Les fenêtres, dont certaines étaient irrécupérables, furent restaurées ou recréées selon les plans d'origine, afin de préserver la cohérence architecturale. Peu à peu, la maison perdait son aspect morne et retrouvait une dignité silencieuse. Pendant que l'extérieur reprenait forme, d'autres équipes travaillaient à l'intérieur. Elles réinstallaient le réseau électrique en respectant les normes modernes, mais en conservant l'esthétique d'antan grâce à des interrupteurs et luminaires similaires à ceux du début du siècle. La plomberie fut entièrement revue, le système de chauffage rénové, les planchers nettoyés et vernis, les moulures rafraîchies. Dans certaines pièces, on découvrit même sous les couches de peinture des motifs anciens que les artisans entreprirent de restaurer avec une minutie presque amoureuse. Silverwood Hall, pierre après pierre, planche après planche, renaissait comme une cathédrale du passé. Emma observait tout cela avec un étonnement émerveillé. Elle n'aurait jamais imaginé, des mois plus tôt, lorsqu'elle tremblait avec Mia sur un banc glacé, qu'elle dirigerait un jour la renaissance d'un domaine historique. Mais au fur et à mesure que la maison se transformait, une question profonde s'imposa à elle. Que faire de cet espace immense? Même avec les moyens hérités d'Eleanor, il était insensé d'imaginer vivre à deux dans un manoir conçu pour accueillir une famille entière et des invités. Le souvenir de ses propres nuits sans abri, des femmes et enfants qu'elle avait croisés dans les centres d'hébergement, surgit en elle. L'idée germa lentement, puis prit racine. Ce manoir pouvait devenir bien plus qu'une demeure privée. Il pouvait devenir un refuge, un lieu d'accueil pour ceux qui avaient tant vécu des tempêtes comme elle. Elle en parla à Claire, qui approuva immédiatement. Elles discutèrent de la création d'un fonds caritatif, de la manière d'utiliser une partie des biens légués par Eleanor pour financer un centre d'accueil. Claire l'aida à rédiger les statuts d'une organisation à but non lucratif, à définir les règles de résidence, les programmes d'accompagnement, les partenariats possibles avec la municipalité et diverses associations. Le nom s'imposa naturellement, la maison Eleanor Hart. Un hommage à celle dont l'histoire tragique avait, par un étrange détour du destin, permis à Emma et Mia de sortir de la misère. Lorsque les travaux furent suffisamment avancés pour ouvrir certaines ailes du manoir, Emma lança l'accueil des premières des familles. Les chambres du second étage furent transformées en appartements modestes mais chaleureux, chacun équipé d'un lit, d'une petite salle de bain et de meubles simples mais solides. Les couloirs furent repeints dans des tons doux. La grande salle à manger devint un espace de repas collectif où l'on partageait les plats et les conversations. Une vaste pièce du rez-de-chaussée fut métamorphosée en salle de jeu et d'apprentissage pour les enfants. Des livres remplissaient les étagères, des dessins colorés égayaient les murs, et des jouets étaient disposés avec soin. Les premières de familles arrivèrent timidement, chargées d'affaires dans des sacs trop petits, de fatigue dans les épaules et d'inquiétude dans les yeux. Emma les accueillait avec une douceur qui ne se forçait pas, car elle connaissait trop bien la honte et la peur d'avoir tout perdu. Elle leur montra leur chambre, leur expliqua le fonctionnement de la maison, leur assura qu'ils n'auraient rien à craindre ici. Les premiers jours furent empreints de silence et de méfiance, mais bientôt les rires des enfants commencèrent à résonner dans les couloirs, et les adultes retrouvèrent le goût du repos, des conversations calmes, des repas sans angoisse. Le jardin de Silverwood Hall reprit également vie. Les anciennes roseraie furent débarrassées des branches mortes et replantées, non seulement de roses, mais aussi de légumes et d'herbes aromatiques. Les habitants participaient au potager, découvrant la satisfaction de voir pousser ce qu'ils avaient semé. Des bancs furent installés sous les arbres, invitant au calme et à la contemplation. Emma observait souvent les enfants courir dans la pelouse retrouvée, jouer à cache-cache entre les buissons, et chaque rire d'enfant remplaçait un souvenir d'angoisse par une promesse d'avenir. Mia grandit au cœur de cette nouvelle atmosphère. De l'enfant craintive qu'elle avait été dans le parc, elle devint une adolescente confiante,
généreuse, habituée à partager, à accueillir, à comprendre les histoires difficiles des autres enfants du centre. Elle les aidait à s'habituer à leur nouvelle vie, leur racontait parfois comment, elle aussi, avait eu peur de dormir dehors, comment elle aussi avait cherché un endroit où se sentir en sécurité. Les enfants l'écoutaient avec admiration, voyant en elle la preuve vivante que l'on pouvait se relever et se reconstruire. La maison Eleanor Hart devint peu à peu connue au-delà de la région. Des journalistes vinrent interviewer Emma, fascinés par cette histoire incroyable. Une femme sans abri qui avait acheté un manoir pour $1 et l'avait transformé en centre d'accueil. Les articles parurent dans les journaux, des émissions en parlèrent, et l'histoire toucha le cœur de nombreuses personnes. Grâce à cela, le fonds caritatif reçut des dons, des bénévoles se présentèrent, des associations offrirent leur soutien. L'influence d'Emma grandit sans qu'elle le recherche, et son projet devint un exemple de solidarité et de résilience. Pendant ce temps, la famille Crane s'effaça progressivement. Leurs tentatives avaient été repoussées par la justice et leur nom était devenu synonyme d'avidité et de ténacité mal placée. Alors qu'Eleanor Hart retrouvait une place dans la mémoire collective, non plus comme une héritière disparue, mais comme la fondatrice involontaire d'une œuvre sociale, les Crane voyaient leur réputation s'éroder. Emma comprit qu'ils ne reviendraient plus. Les années passèrent. Silverwood Hall, autrefois silencieux et menaçant, devint un phare de lumière et d'espérance. Le hall d'entrée abritait désormais le portrait restauré d'Eleanor Hart, son regard doux et mélancolique, semblant guider ceux qui entraient. Dans un placard sécurisé se trouvait toujours le journal, les documents anciens et l'arbre généalogique, soigneusement conservés comme les témoins sacrés d'un destin transmis à travers le temps. Emma, de son côté, avait mûri. Ses cheveux s'étaient parsemés de fils argentés, ses traits s'étaient adoucis, non de fatigue, mais de sérénité. Elle passait souvent dans le hall, observant le portrait, se remémorant le soir glacé du parc, le dollar froissé dans sa main, la peur qui l'accompagnait à chaque pas. Elle repensait à ce moment où elle avait franchi le portail de Silverwood Hall pour la première fois, ignorant tout de son destin. Et lorsqu'elle regardait maintenant les familles qui vivaient sous ce toit, les enfants qui jouaient dans le jardin, les femmes qui reprenaient confiance en elle, elle mesurait l'ampleur de ce que le manoir était devenu. Un après-midi d'été, alors qu'elle était assise sur le large perron du manoir, elle vit Mia, désormais jeune adulte, accueillir une nouvelle famille. Elle portait un dossier sous le bras, prenait des notes, montrait les chambres avec la même douceur qu'Emma autrefois. La voir ainsi, engagée, déterminée, fit naître chez Emma une émotion qui lui brouilla les yeux. Mia avait trouvé sa voie, celle qui prolongerait l'œuvre commencée presque par hasard. Dans le jardin, les rires d'enfants résonnaient, clairs et joyeux. Le parfum des roses se mêlait à celui de la terre chaude. Pour une seconde, Emma ferma les yeux. Et elle sut. Le véritable trésor n'avait jamais été l'or du coffre-fort, ni les titres, ni les bijoux. Le véritable trésor était là, dans les vies restaurées, les cœurs apaisés, les destins réorientés. Et tout cela avait débuté avec un dollar froissé, un courage désespéré et un manoir qui, au lieu de l'avaler, avait choisi de la sauver. Elle se leva, franchit la porte du manoir et sentit autour d'elle une paix profonde. Silverwood Hall n'était plus seulement une maison. Il était devenu le foyer de tous ceux qui avaient besoin de recommencer. Et grâce à Eleanor, grâce à elle-même, grâce à Mia, ce foyer continuerait de grandir, encore et encore, comme une lumière qui ne s'éteint jamais. Abonnez-vous, de nouveaux rebondissements arrivent. Regardez les prochaines vidéos. D'autres histoires vous y attendent de déjà. Partagez ce clip pour qu'il soit vu par le plus grand nombre.